Qu'est-ce que le naturalisme? La réponse en 5 points. 1. Un réalisme 2.0 fondé sur une vision matérialiste et déterministe. Le naturalisme est d'abord le prolongement et la radicalisation du réalisme. Prolongement et radicalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le naturalisme est au réalisme ce que le métal est au rock. Il est ce que le whisky est à la petite bière. Il est ce qu'un grand seau plein de merde est à Cyril Hanouna. Bref, vous l'avez compris, le naturalisme, c'est du réalisme puissance 9000. Et maintenant, où en est-il? À combien d'unités s'élève sa force de combat? Elle est largement au-delà des 8000. Ce n'est pas possible. Je suis sûr que ton appareil est déréglé. Il ne peut pas être aussi fort. Et donc le naturalisme est fondé sur une vision matérialiste et déterministe du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matérialisme, c'est une philosophie pour laquelle la seule réalité est la matière. L'esprit lui-même est matériel. Pour le matérialiste, il n'existe ni transcendance, ni au-delà, ni arrière-monde. Quant au déterminisme, c'est la doctrine pour laquelle tout phénomène est produit par un enchaînement nécessaire de causes et de conséquences. Quelles que soient les circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Claude Bernard, un très grand scientifique du 19e siècle qui a inventé la médecine expérimentale, Claude Bernard affirmait que sans une croyance sans faille au déterminisme, il n'y a pas de science possible. Et justement, le naturalisme s'est inspiré d'une démarche scientifique, notamment celle de Claude Bernard, fondateur de la médecine expérimentale. Zola y fait directement référence dans le manifeste du naturalisme, intitulé « Le roman expérimental » en 1880. 2. Le principe de l'hérédité. Le naturalisme souligne notamment l'importance de l'hérédité et du milieu qui façonne l'individu. C'est quoi l'hérédité? C'est la transmission des caractères de l'espèce et de caractères individuels des ascendants aux descendants. En clair, les personnages de Zola sont tous des tarés, c'est-à-dire que tous ces personnages souffrent de tares, c'est-à-dire de problèmes qui ont été transmis par les parents aux enfants. Aujourd'hui, on sait que ça s'appelle la génétique. À l'époque, évidemment, l'ADN n'est pas encore découvert et donc on parle plus globalement et de façon un peu plus floue du principe d'hérédité. Si l'on veut être plus précis, il s'agit notamment d'atavismes qui sont analysés par Zola dans ses romans. L'atavisme, c'est la réapparition de certains caractères héréditaires qui peuvent être restés latents pendant plusieurs générations. En gros, mon arrière-arrière-arrière-grand-père souffrait d'une tare. Pendant des générations dans la famille, personne n'en a souffert, mais moi, des générations plus tard, j'en souffre. L'exemple, c'est la bête humaine. Dans ce roman d'Émile Zola, Jacques Lantier, dès qu'il voit une femme, a envie de lui trancher la gorge. Et le narrateur explique que cela vient d'une humiliation qu'a subi un de ses ancêtres à l'époque préhistorique et qui, des générations et des générations plus tard, a produit chez Jacques cette haine inconsciente des femmes. D'ailleurs, lisez La bête humaine. C'est trop de la balle. 3. L'enquête journalistique. Le romancier naturaliste procède à la façon d'un journaliste, en menant des enquêtes de terrain préalables à la rédaction de ses romans, avec des notes, des croquis et toute une documentation. Il effectue des descriptions minutieuses et il a recours au vocabulaire argotique ou technique des populations qu'il décrit. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'une des premières professions de Zola avant d'être écrivain était celle de journaliste. 4. La volonté de choquer. Le naturaliste refuse l'autocensure, ce qui peut le mener jusqu'à une volonté de choquer le lecteur. Un exemple, dans La Terre d'Émile Zola, qui se passe dans la Beauce, une région rurale, un paysan et sa femme veulent empêcher la sœur de la femme d'accoucher, car si elle accouche, le fils de la sœur va hériter de la terre. Alors que font-ils? Pendant que le mari viole sa belle-sœur, son épouse lui tient les jambes, tout en récitant l'Ave Maria à l'envers. Parce que ces ploucs pensent que faire l'amour à une femme enceinte en récitant l'Ave Maria à l'envers va tuer le fœtus. Spoiler, ils finissent par l'empaler et elle meurt. Cette scène de viol familial va tellement dégoûter les lecteurs de l'époque que Zola est qualifié de pornographe et que d'autres auteurs naturalistes cessent de l'être à partir de ce moment-là, comme Joris Karl Huysmans. 5. Les auteurs à citer. On peut penser aux frères Goncourt qui ont donné leur nom au plus prestigieux des prix pour le roman en France. Ils sont en particulier les auteurs de Germigny Lacerteux en 1865. Mais évidemment, le boss du game pour le naturalisme, c'est Émile Zola, immense écrivain français d'origine italienne par son père, et auteur d'un cycle de 20 romans intitulé
les Rougon-Macquart. Alors une petite astuce pour terminer et pour être capable de définir le naturalisme d'une façon claire et précise, apprenez par cœur le sous-titre des Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart, ça s'appelle en réalité les Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Si vous décomposez ce sous-titre en 4 éléments, vous avez les principales clés du naturalisme. Histoire naturelle, au 19e siècle, ça veut dire biologie. Donc là, vous avez l'aspect biologique et social. Ici, vous avez la référence à la sociologie et à l'étude des milieux, à l'importance de l'économie et des sciences humaines naissantes. Prenez un roman comme Germinal, où il est beaucoup question de lutte sociale dans le monde des mineurs au nord de la France. Ensuite, vous avez le mot famille. C'est intéressant. Pourquoi? Alors d'une part, ça insiste de nouveau sur l'aspect biologique du cycle de Zola et du naturalisme, mais cela montre aussi que contrairement à Balzac qui s'intéressait à la société tout entière, Zola, lui, va se concentrer sur une famille, élargie certes, mais une famille, comme s'il s'agissait de son laboratoire. Il y a ici l'idée d'expérimenter sur un groupe plus resserré d'individus entretenant entre des liens biologiques un certain nombre de théories. On rappelle que les principaux personnages des Rougon-Macquart sont tous issus d'une ancêtre commune, la tante Dide, dont le premier mari Rougon appartient à la bourgeoisie et est plus ou moins stable psychiquement, tandis que son amant, Macquart, est un douanier alcoolique avec lequel elle va engendrer toute une série d'enfants particulièrement frappés. Et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant puisque des Rougon vont avoir des enfants avec des Macquart. Ah, les mariages consanguins. Enfin, quatrième et dernière partie de ce sous-titre, c'est sous le Second Empire. Il s'agit du règne de Napoléon III de 1852 à 1870. Une époque qui correspond à la révolution industrielle en France et au développement du capitalisme. Cela permet de souligner l'aspect historique, économique et industriel du naturalisme, mais aussi un aspect de critique politique, puisqu'évidemment, Émile Zola est un auteur engagé. Vous savez qu'il a joué un grand rôle dans la défense du capitaine Dreyfus pendant l'affaire Dreyfus. Et finalement, dans Les Rougon-Macquart, il montre que cette fin du 19e siècle est à la fois une période de progrès technologique et industriel et une période de décadence morale et spirituelle. Le petit bonus, si vous tombez sur un texte de Zola, à l'écrit ou à l'oral, ce sera de montrer que parallèlement à son côté naturaliste, scientifique, matérialiste, déterministe, analytique, Zola est également un romancier épris de lyrisme et d'épopée, dont les œuvres sont aussi de véritables poèmes qui chantent la beauté de la vie, de la nature, et qui peuvent être parfois remplis d'amour et d'espoir. D'ailleurs, le coquinou avait 2 femmes. Grrr.